auditeurs de Victoire FM, je suis heureux de vous retrouver dans le cadre de notre rendez-vous hebdomadaire Rétro 7 qui se fait le plaisir d'accueillir ce matin le conseiller spécial porte-parole et chargé de la communication de l'Alliance nationale pour le changement, Éric Dupuis. Où en est aujourd'hui l'ANC dans sa lutte pour le renforcement des acquis démocratiques et pour l'alternance? Le parti de Jean-Pierre Fabre est-il en train de glisser vers une nouvelle crise avec la récente demande de démission du bureau national lancé par certains militants du parti? L'éligibilité du Togo au programme compact du Millennium Challenge Corporation, les 18e assises de l'Association africaine des hautes juridictions francophones qui ont planché sur les révisions constitutionnelles et le sommet États-Unis-Afrique tenu cette semaine à Washington sont quelques-uns des sujets à l'agenda de l'émission de ce matin. Bienvenue à toutes et à tous. Je signale que cet entretien est peut-être suivi en direct sur Facebook. Il vous suffit de taper Victoire FM et le tour est joué. Bonjour Monsieur Dupuis. Bonjour Monsieur Abou, bonjour Madame, bonjour Monsieur, les auditeurs de Radio Victoire. Ouais. Je voudrais, si vous permettez Monsieur Abou, saluer les auditeurs, surtout les auditrices, et leur souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année, puisque le week-end prochain, nous serons déjà à Noël. Oui. Vous savez, Noël est une fête religieuse, puisque c'est la nativité chez les chrétiens. Oui. Mais elle est également une fête de la famille. Et je souhaite que toutes les familles togolaises puissent se retrouver en paix pour partager les repas de Noël, aussi bien le 24 après la messe de minuit que le dimanche 25. Et puis je voudrais interpeller l'État togolais, le gouvernement togolais, en ce qui concerne ces jeunes enfants qui de plus en plus sont nombreux dans les rues, traînent dans les rues, et la nuit quand vous passez, ils sont blottis l'un contre l'autre parce qu'ils sont froids. Il est temps que notre pays mette en place une structure pour accueillir ces enfants. Parce que ces enfants dans la rue, c'est la délinquance qu'on fabrique pour demain. Nous n'avons pas le droit d'abandonner nos enfants. Si les familles, acculées par la misère, par les difficultés de survie, laissent ou abandonnent leurs enfants, il est du devoir de l'État de protéger les enfants togolais. Vous savez, quand vous allez au port de Lomé, que vous achetez une voiture d'occasion appelée venue, si vous voyez le nombre de taxes qu'on vous fait payer et le nombre de taxes de solidarité, c'est écrit en noir sur blanc, les taxes de solidarité nationale. À quoi servent ces taxes, sinon pour aider les populations en souffrance? J'invite le gouvernement togolais, j'invite ceux qui ont les moyens à réfléchir un peu pour venir en aide à ces enfants abandonnés. Je vous remercie. Je vous en prie. Alors nous allons entrer dans le vif de notre entretien de ce matin. Alors on ne sent plus, Monsieur Dupuis, on ne sent plus au Togo les partis politiques vivre, y compris l'ANC. La longue lutte pour le pouvoir ou pour l'alternance a-t-elle fini par émousser l'ardeur des partis politiques, des responsables des partis politiques? Non, pas du tout. Tout le monde remarque que depuis quelques années, il y a une certaine atonie de la vie politique. Mais ce n'est pas un hasard. Vous savez, depuis la Covid, il y a des restrictions dues à la pandémie, et puis après des restrictions dues au risque d'attentats, ainsi de suite. Mais le régime s'est servi de cela pour museler non seulement la presse, mais également la société civile et les partis politiques. Aujourd'hui, on interdit les meetings, on interdit aux partis politiques d'aller à la rencontre de leurs militantes et militants, on interdit à la société civile de rencontrer les populations, mais comment voulez-vous dynamiser l'espace politique, le débat politique dans un pays où tout est interdit? Si vous voulez que ça évolue, il suffit
que le régime en place, le RPT UNIR, comprenne que les Togolais en ont assez et que les Togolaises et les Togolais se retrouvent, pour la plupart, pour la grande majorité, dans les sociétés civiles, dans les partis politiques, à travers lesquels ils veulent exprimer leur ras-le-bol, veulent exprimer leur mal-vivre. Mais en empêchant la société civile et les partis politiques de s'exprimer, on empêche ces millions de femmes et d'hommes de dire ce qu'ils pensent à ce régime. Oui, mais c'est totalement... Quand vous dites qu'on interdit aux partis politiques de rencontrer les militants, alors depuis que la DMK a organisé son récent meeting à Vaughan, je crois que ce n'est plus d'actualité. Est-ce que cela vous a encouragé ou donné des idées, le meeting de la DMK? Vous savez pourquoi ce regroupement de partis ne l'a pas fait à Lomé? C'est une question à se poser. Pourquoi il faut quitter Lomé pour aller faire ça ailleurs? Est-ce que c'est leur choix, puisqu'ils disent qu'ils ont choisi Vaughan? Attendez. Hein, le nombre de fois où, tout dernièrement encore, à Kondjenji, la société civile a été interdite. C'était le week-end dernier. Alors, vous savez, quand on interdit assez... Le préfet a dit que cette organisation de la société civile n'a pas de reconnaissance légale. Mais malheureusement, le préfet a peut-être une vue très courte. Parce que ce n'est pas la première fois que cette organisation organise des manifestations dans ce pays. Ce n'est pas la première fois. On ne peut pas, après avoir accepté à plusieurs reprises qu'un regroupement ou un regroupement de sociétés civiles, d'organisations de sociétés civiles, s'exprime et que un jour on dit « Ah, mais ça n'existe pas ». Ça, c'est totalement irrationnel. Moi, je n'aimerais pas être à la place de ce préfet-là, parce que on ne peut pas dire aujourd'hui on vous reconnaît et demain on dit non, vous n'existez pas, on ne vous reconnaît pas. C'est un moyen un peu puéril de refuser la manifestation de ce regroupement des organisations de la société civile. Il faut dans un pays qu'on accepte qu'on ait des opinions différentes de celles de ceux qui dirigent ce pays. Il faut qu'ils acceptent que les populations puissent s'exprimer, soit à travers les organisations de la société civile, soit à travers les partis politiques. C'est ça, la base d'une démocratie. Or, depuis 2 ans, aucun parti politique, aucune organisation de la société civile n'a pu tenir de meeting ni de manifestation dans ce pays. Et d'ailleurs, la loi sur la liberté de manifester a été restreinte avec M. Boutmessi, en disant que désormais, les grandes artères de Lomé ne sont pas praticables. Si vous voulez faire une manifestation au Togo, il faut aller le plus loin possible, se cacher pour le faire. Cela ne s'appelle pas de la démocratie, ça s'appelle de la dictature. Et au Togo, nous sommes en situation de dictature depuis de longues années. Et maintenant, cela se confirme davantage avec M. Boutmessi, ministre d'État, ministre de l'administration territoriale. Oui, à votre avis, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour redynamiser la vie politique au Togo, redonner vie aux partis politiques, pour qu'on sente les partis politiques? Quelle est la part qui revient au pouvoir et quelle est la partition que doit jouer aussi l'opposition dans cette affaire? La partition de l'opposition est toute prête. D'abord que le pouvoir en place respecte l'article 30 de la Constitution, qui consacre la liberté d'expression, la liberté de manifester dans ce pays. Voilà. Toute restriction n'est pas admise. Et il faut que les restrictions soient réelles et palpables. On n'invente pas des restrictions comme par exemple l'inexistence d'un regroupement d'organisations de la société civile pour interdire une manifestation. Ça, non. Ça, c'est une violation de l'article 30 de la Constitution. Il faut aussi que le régime en place considère les organisations de la société civile et les partis politiques comme des acteurs à part entière de la vie de ce pays.
Ce ne sont pas des ennemis, ce ne sont pas des étrangers, ce sont des Togolais comme eux-mêmes. Ils ont le droit de dire qu'ils ne sont pas d'accord. Ils ont le droit de dire ce que vous faites n'est pas bien. Vous dites que vous êtes élus, que vous êtes les émanations de ce peuple-là. Mais permettez à ce peuple de vous dire que ce que vous faites n'est pas bien. En refusant aux partis politiques de s'exprimer, en refusant aux organisations de la société civile de s'exprimer, ben, vous muselez vos populations. Vous muselez toutes les Togolaises et tous les Togolais, parce que vous estimez qu'il n'y a que vous qui êtes capable de diriger ce pays. Et par-delà même, vous refusez toute alternance politique dans ce pays. Comment pouvez-vous imaginer qu'à la veille d'élections aussi importantes que les législatives et les régionales l'année prochaine, on interdise, aujourd'hui nous sommes en décembre, toute manifestation à l'opposition? Comment voulez-vous qu'on aille vers nos populations pour leur parler de ces élections-là? Ne croyez pas que quand vous préparez une élection, c'est seulement la veille, c'est seulement la campagne électorale que vous commencez à travailler. Vous commencez à travailler 1 an, 2 ans avant, parce qu'il faut aller de village en village, de recoin en recoin, pour parler population, les sensibiliser. Oui, tout à l'heure, je vous ai demandé, la manifestation de la DMK, est-ce que ça vous a encouragé, vous a donné des idées de manifestation aussi, d'organisation de meetings, de rencontres? Non, je vous dirais non, puisque nous avions écrit au ministère de l'administration territoriale déjà au mois d'octobre pour une manifestation à Gonivé. Et malheureusement, nous avions été obligés de l'annuler à cause du décès du premier vice-président de l'ANC. C'est nous-mêmes qui l'avions annulé. Mais le ministère ne nous avait pas encore répondu quand nous avons décidé de l'annuler et nous consacrer à l'organisation des obsèques de M. Patrick Lawson d'Ankou. Yeah. Justement, parlons-en du décès de Patrick Lawson. L'ANC a donc récemment perdu son vice-président. Alors, que représentait-il pour le parti et le vide qu'il a laissé? Est-ce que ce sera facile à combler? D'abord, je me permets, avec votre autorisation, de saluer sa mémoire, de saluer sa famille, notamment sa femme Zéna et le petit Junior. Patrick Lawson était le premier vice-président de l'ANC, c'est-à-dire le numéro 2 du parti. Il avait donc de lourdes charges, vous imaginez, mais des charges qu'il assumait avec discrétion, rigueur, probité, je dis bien probité, n'en déplaise à ceux qui cherchent aujourd'hui à salir sa mémoire, et efficacité. C'est un homme qui aura sacrifié toute sa vie à la lutte pour la démocratie et l'alternance politique au Togo. Plus de 50 années de sa vie. Il est mort à 70 ans, plus de 50 années de sa vie. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui s'est engagé très tôt, qui a été exilé, mais qui est resté toujours fidèle à sa vue, son idée d'un Togo meilleur. Après son exil en Europe, malgré tout ce qu'il a subi comme brimade, sa maison cassée, ses meubles détruits, sa voiture, ainsi de suite, M. Patrick Lawson n'a pas quitté ce pays. Il n'a pas quitté, il est resté là. Et il a continué à travailler. Bon, maintenant, comment combler ce vide? C'est la question que vous me posez. C'est difficile. Déjà, compte tenu de la personnalité particulière de cet homme. Je dis personnalité particulière. C'est un fin diplomate, mais c'est quelqu'un qui a toujours été ferme sur les principes et sur la ligne politique du parti. Certains ont essayé de le salir. Ce n'est pas parce qu'il aurait été ami, copain avec ceux-ci, que lui, Patrick Lawson, aurait enfreint 1/10, 1 centième, 1 millième de la ligne politique du parti.
c'est l'un des fondateurs, des premiers fondateurs du parti, l'un des premiers concepteurs de l'idéologie, de la ligne politique du parti, et c'est quelqu'un qui était doté d'une très grande fierté. Quand on est fier, quand on se respecte, quand on sait d'où l'on vient, on ne fait pas du n'importe quoi. Maintenant, comment combler le vide? Ça sera difficile. Mais je vous dirais que l'ANC est un grand parti, très structuré, où chaque haut responsable travaille quotidiennement, concourt aux décisions et aux actions du parti. Et toutes ces femmes et ces hommes sont en permanence autour du président pour discuter. Ce n'est pas l'ANC n'est pas dirigé par une ou deux personnes. C'est un collège. Il y a le président, mais le président Jean-Pierre Fabre est toujours à l'écoute de ses vice-présidents. Ils étaient 5 maintenant avec la disparition. Il y en a 2 qui sont décédés pratiquement coup sur coup. Il y a ses conseillers spéciaux, il y a le comité politique, il y a le bureau national. Donc l'ANC continuera à travailler avec le soutien et la présence spirituelle de Patrick Losson. Alors justement, vous avez effleuré la question que je vais vous poser. Lors de ces obsèques, une intervention du ministre Bawara, qui a revendiqué une proximité avec le défunt, a surpris, pour ne pas dire choqué, une partie de l'opinion qui ne comprenait pas l'amitié qui liait les deux hommes. Alors, si certains membres du parti ont réagi à titre personnel à cette sortie du ministre Bawara, enfin, à ma connaissance, il n'y a eu aucune réaction officielle du parti. Malaise, embarras, ces mots sont-ils justes pour décrire votre ressenti par rapport à toutes les interprétations relatives aux propos du ministre Bawara? Non, il n'y a pas eu d'embarras, pas du tout. Monsieur Bawara a été intervenu, pas au nom du gouvernement, mais en son nom propre. Nous ne savions pas qu'il allait intervenir, puisque le ministre d'État qui était venu saluer dans la maison mortuaire avant les obsèques, nous l'avons approché pour savoir si le gouvernement avait l'intention de faire une déclaration. Il nous a dit non. C'est ce dimanche matin que nous avons appris que M. Bawara avait l'intention de faire une déclaration. L'ordre était établi, donc il était prévu 3 interventions, c'est porté à 4, bon, il s'est exprimé, mais à aucun moment il n'a attaqué l'ANC. Donc, je ne vois pas pourquoi l'ANC réagirait en tant que parti politique. Cependant, je note que nous n'avons pas tous la même culture. Nous sommes Togolais, nous n'avons pas la même culture. Ma culture, celle dont je suis issu, ne me permet pas à moi de cracher des insanités devant la dépouille mortelle de quelqu'un qui a été mon ami. Et puis, ce n'est pas parce que j'aurais aidé une personne à un moment donné de sa vie, supposons dans la détresse, que je viendrai m'en vanter devant sa dépouille mortelle. Donc vous considérez les propos de M. Bawara comme des insanités? Oui, mais est-ce qu'on a besoin de venir dire tout ça devant la dépouille mortelle de quelqu'un? Si vous l'avez aidé, merci. Est-ce que vous avez besoin de venir étaler ça avec tout ce cinéma-là? Vous savez, quand vous m'avez posé la question, j'étais un peu embarrassé parce que c'est pas beau. C'est pas beau. Suite à cela, vous avez entendu des charognards se jeter sur la mémoire de Patrick Losson. Certains l'insultent. C'est ignominieux. C'est ignoble. La personne est décédée. Sa femme pleure le décès de son mari.
son enfant est encore à bas âge, du respect. Du respect. Je peux vous assurer, parce que Patrick était un ami, un proche, que Patrick n'a jamais trahi l'ANC. Patrick n'a jamais trahi l'ANC. Vous savez, le Togo est un petit pays, très petit, 55 km². Nous nous connaissons tous. Je suis sûr que si on fouille dans votre arbre généalogique aujourd'hui, vous et moi on se retrouvera quelque part. J'en suis pratiquement sûr. Le Togo est très petit. Et il est totalement indécent de traiter quelqu'un de collabo, comme on dit en France, tout simplement parce qu'il aurait eu un ami, un parent, de l'autre côté. Le RPT Unir est notre principal adversaire à l'ANC. Je dis bien notre principal adversaire. Et le seul d'ailleurs. Mais, parmi nous, à l'ANC, il y a des gens qui ont peut-être des amis au RPT Unir. Moi qui suis devant vous, je ne dirais pas que j'ai des amis au RPT Unir, mais j'ai été à l'école avec certains. J'ai fait mon 3e cycle, mon DESS Finance, avec l'un d'eux qui travaille aujourd'hui à Lomé. Quand on se voit, quand on était à Paris, on se recevait. À l'époque, il n'était pas du RPT. On se recevait. Il venait chez moi faire les travaux dirigés. On avait de bonnes relations. Aujourd'hui, quand on se voit, on se parle avec beaucoup de courtoisie. Mais on n'est pas du même bord. Et il le sait, et je le sais. Il y a des gens, des responsables de partis politiques, qui ne sont pas à l'ANC, qui sont dans d'autres partis de l'opposition, dont les frères ou sœurs sont RPT. Ils vont se fâcher pour ça? Ils vont se traiter de collaborationnistes pour ça? Non. Je dis non. Oui, monsieur Dupuis, ce qui semblait surprendre certains de nos compatriotes, c'est de découvrir que Patrick Lawson avait obtenu, comme l'a déclaré le ministre Bawara, l'aide du chef de l'État pour des soins. Est-ce que vous le saviez à l'ANC? Comment voulez-vous que je le sache? Quand Patrick Lawson a quitté le Togo, il n'était pas dans un état de pouvoir s'exprimer ou nous dire. Moi, je ne l'avais pas revu depuis un certain temps avant qu'il ne parte. On s'était parlé 2 ou 3 fois au téléphone. Le président, c'est pareil. On savait qu'il allait très mal. Il m'en avait parlé. Mais quand la décision a été prise de l'envoyer en France, mais Patrick Lawson n'appartient pas à l'ANC. Vous, monsieur Abou, vous n'appartenez pas à Radio Victoire. Vous appartenez d'abord à votre famille biologique. Quel que soit votre niveau dans cette entreprise, dans cette radio, vous appartenez d'abord à votre famille. Dites-moi, si vous êtes très malade, gravement malade, et que vous n'arrivez même pas à vous exprimer, et que quelqu'un, même votre pire ennemi, se propose de vous évacuer, que vous n'avez pas la possibilité de dire ni oui ni non, et que vos parents aient accepté à votre place, est-ce que vous serez responsable de cela? Est-ce que votre entreprise où vous travaillez serait responsable de cela? Mais on marche sur la tête. C'est des incongruités qu'on raconte. C'est ainsi qu'on a lu sur les réseaux sociaux, même dans certains journaux, mais comment l'ANC a pu accepter que M. Bawara s'exprima à l'Église? De quel droit l'ANC aurait empêché un ministre de s'exprimer, même un kidam quelconque, de s'exprimer dans une église pendant les cérémonies d'enterrement d'une personne quand la famille a donné son accord?
L'ANC n'est pas au-dessus de la famille. Il ne faut pas oublier que M. Patrick Lobson Bankou est issu de 2 grandes familles. La famille royale Lawson, son père a été roi dans ce pays, et Patrick est le petit-fils direct de Pa de Souza, Gazozo. Sa mère est la fille de Pa de Souza. Ces grandes familles-là, vous pensez que c'est l'ANC qui va imposer quoi que ce soit pour l'organisation des obsèques de leur petit-fils ou de leur fils, de leur mari, de leurs frères et sœurs? Certes, nous avons travaillé ensemble, les 3 partis, les 2 familles et l'ANC pour organiser les funérailles, mais c'est en bonne compréhension, c'est en respectant chaque parti, c'est en pesant le pour et le contre de chaque point que nous discutions, c'est en de gens civilisés que nous avions organisé ces funérailles en mémoire de Patrick Lawson, qui le mérite ô combien grandement. Alors quand je lis ça, quand je vois ça, quand j'entends ça, j'ai envie de vomir. On est à un niveau en dessous même de la grâce. On ne peut pas dans un pays être aussi vil dans les propos au lendemain du décès de quelqu'un, oui, d'un Togolais. Oui, monsieur Patrick, pardon. Monsieur Eric, pour certains observateurs, l'ANC, à force de toujours diaboliser le parti au pouvoir, mérite ce qui lui arrive. Alors, n'est-il pas temps de refonder la nature des relations entre le pouvoir et les partis de l'opposition? Comme vous l'avez dit tout à l'heure, il arrive que des frères, même musulmans, appartiennent à des partis politiques différents. Tout à fait. Et s'ils vont plus se fréquenter, se parler, manger ensemble. Mais vous dites diaboliser. Nous ne diabolisons pas le régime. Nous disons ce qui est vrai. Vous vivez dans ce pays, vous êtes journaliste, je ne veux pas vous demander votre avis. Mais si vous vivez dans ce pays et que tous les jours vous voyez ce qui se passe, ce que nous disons, ce n'est pas une diabolisation. Nous disons la vérité. Moi, je suis fier de dire ce que je pense, de dire ce que je pense de ce régime. Je ne cache rien, je n'invente rien, je ne mens pas. Tout à l'heure, je vous parlais des enfants qui traînent dans la rue et que ça me fait mal. Je n'invente pas, je les vois. Même certains, on leur donne à peine 6 ou 7 ans, qui n'arrivent même pas à la hauteur des véhicules qu'ils veulent nettoyer. Pourquoi dans d'autres pays voisins, on a réduit cela? Et que nous, maintenant, la quantité d'enfants dans les rues augmente de jour en jour. Pourtant, dans notre constitution, l'école est obligatoire jusqu'à un certain âge dans notre pays. Pourquoi ces enfants sont dans la rue? Les ministres, les responsables politiques, les responsables de cet État ne voient pas ça. Le chef de l'État, non, on ne le voit pas, puisque quand il passe, on ferme tout, on met le Togo sous éteignoir. Normalement, quand on est aimé du peuple, c'est à visage découvert qu'on se promène dans ce pays, dans son pays, mais ce n'est pas le cas au Togo. On le fait à l'extérieur, mais au Togo, on ne peut pas le faire, parce qu'on n'a pas envie de sentir le peuple togolais tel qu'il est. Je ferme la parenthèse. Donc, vivre mieux avec nos adversaires, nous faisons le travail d'un parti politique de l'opposition. Oui, un travail politique de l'opposition. Vous donnez l'impression de dire aux gens, à vos militants, que les autres sont infréquentables. Et c'est ça peut-être qui peut-être... Pourquoi infréquentables? Si ils étaient infréquentables, pourquoi nous les rencontrons? Nous les avons rencontrés lors du CPC. Pourquoi nous les rencontrons lors du comité de suivi? Pourquoi nous les avons rencontrés? Pourquoi le chef de l'ANC, le président national Jean-Pierre Fabre, a écrit plusieurs fois, 3 fois, 4 fois au chef de l'État pour le rencontrer, pour parler des réformes politiques de ce pays? Nous ne refusons pas, ce sont eux qui refusent de nous recevoir. La loi sur portant statut de l'opposition, la loi sur les partis politiques de l'opposition préconise la rencontre des chefs de partis de l'opposition avec le chef de l'État. Soit à la demande des partis de l'opposition, soit à la demande
du chef de l'État ou du chef du gouvernement. Cela n'a jamais été fait dans ce pays. Cela n'a jamais été fait. Si eux, ils le faisaient, ils demandaient aux partis politiques de venir rencontrer le chef de l'État ou le chef du gouvernement pour parler d'un point précis, notamment actuellement, à la veille des prochaines élections, pour voir comment améliorer le cadre électoral, je ne sais pas s'il y aura beaucoup de partis de l'opposition qui refuseraient de rencontrer le chef de l'État ou le chef du gouvernement. Ce que je voudrais dire, M. Dupuis, c'est que dans la tête de certains Togolais, ils ne conçoivent pas qu'on dise que le chef de l'État a aidé un opposant. Alors comment faire pour corriger ça? Un opposant n'est pas un Togolais. Moi, je ne sais pas. Il y a M. Kwame Monti qui a déclaré la dernière fois que dans le budget national de l'État, il est prévu une assistance aux malades. Et c'est budgétisé à je ne sais pas combien de milliards. À quoi cela sert? Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. C'est la façon dont les choses ont été présentées qui ont choqué les populations togolaises. Si M. Bawara avait dit ça dans d'autres circonstances, je pense que les Togolais auraient compris et on l'aurait accepté. Mais venir le dire devant la dépouille mortelle de son soi-disant ami, avec tout le cinéma qui a entouré le discours, je vais le dire, je ne vais pas le dire, si mon patron le savait, il m'en voudra. Tout ça là, c'est du cinéma de bas étage. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il a fait exprès pour ternir l'image du parti, pour faire mal à l'ANC, ou bien c'est pas une naïveté? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Il suffit de voir certains passer après sur les radios pour commenter cela. Ces gens-là sont téléguidés par ce régime. Il ne faut pas être dupe. Ils sont téléguidés pour qu'ils passent pour raconter tout ce qu'ils racontent, souvent en se contredisant. Voilà, toujours est-il que cette affaire semble avoir jeté un voile de suspicion sur les dirigeants de l'ANC. Voile de suspicion pour leur... Oh là là, oh là là. Certains de vos militants parlent de ce qu'ils appellent la confirmation. Attendez, monsieur Agbo. Permettez que je termine ma question. Au point où certains de vos propres militants parlent de ce qu'ils appellent la confirmation de la dérive collaborationniste, un mot barbare, la collaborationniste du parti. Alors, les comprenez-vous? Vous savez, jeter un voile ou de discrédit sur la NC suite à cela, moi je ne vois pas, je n'ai pas entendu. Hein. Et puis, vous savez, si on avait voulu être ce que vous dites, il y a longtemps qu'on l'aurait fait. Le nombre de fois où on a proposé à Patrick, dans son paix à son âme, d'être Premier ministre dans ce pays, vous le savez aussi bien que moi. Il y a d'autres avec qui on a pris contact et qui ont décliné les offres pour être ministre ou autre. Donc nous ne sommes pas... Vous ne mangez pas de ce pain. Nous ne courons pas après cela. Nous ne courons pas après cela. Ce que nous voulons, nous, à l'ANC, c'est l'alternance politique. L'alternance politique dans des conditions vraiment démocratiques. Que le peuple togolais puisse choisir une fois depuis l'indépendance librement ses dirigeants. Et que ces dirigeants-là fassent le travail pendant 5 ans. S'ils ont bien fait, on leur accorde 5 ans. Au bout de 5 ans, ils partiront et d'autres Togolais prendront la place. Voilà. Ceci étant, nous n'avons de problème avec personne. Nous avons un problème avec un régime qui ne respecte pas ce pays, qui ne respecte pas les populations de ce pays. Maintenant, pour en arriver à la deuxième partie de votre question, oui, relativement aux 7 signataires d'une pseudo-lettre adressée au Bureau national, j'espère, M. Agbo, je ne vous ferai pas l'affront de croire que vous n'avez pas fait attention aux signatures. Les signataires ont eu la probité, je mets bien probité entre guillemets, de noter qu'ils étaient des ex-membres de la Fédération internationale Europe-Asie. Quand on est ex, on n'est plus. Supposons que vous, M. Agbo, vous êtes un homme,
vous avez certainement eu des ex avant de vous marier. Et que ces ex-là viennent aujourd'hui interférer dans votre ménage, dans votre couple. Mais c'est toujours des militants de l'ANC, ils n'ont pas démissionné, on ne les a pas renvoyés. Non, mais attendez, ce n'est pas parce que vous êtes militant que vous avez tous les droits. Vous demandez la convocation d'un congrès extraordinaire. D'après les textes, le seul qui a la possibilité de convoquer un congrès extraordinaire, c'est le chef du parti. Vous n'êtes pas le chef du parti. Et même si cette convocation a lieu, qui sont ceux qui sont les membres du Congrès? Le Bureau national. Parmi eux, il y a un seul qui est membre du Bureau national, un seul. Les autres ne sont pas membres du Bureau national. Donc, et en plus des membres du Bureau national, il y a les représentants des fédérations. Le président, vice-président et secrétaires fédéraux. C'est tout. Si vous n'êtes pas parmi eux, vous ne ferez pas partie des congressistes. Alors, sur les 7, il y a un seulement qui peut éventuellement être membre d'un congrès qui va voter pour les réformes que vous proposez. Vous voyez, c'est puéril. C'est puéril. Et quand déjà un membre du bureau national et qui signe une lettre de cette lettre-là, est-ce que cela ne vous interpelle? C'est de l'irresponsabilité pour moi. Parce que si cette personne se sent membre du bureau national, avant de signer une lettre comme ça, approche le bureau national, suscite un débat au sein du bureau national. Je vais vous dire, peut-être que vous le savez, peut-être que vous ne le savez pas, que ces gens ont été démis de la Fédération internationale Europe-Asie il y a 2 ans environ. Et ils ont été remplacés par une nouvelle équipe qui a été félicitée par le Bureau national il n'y a pas longtemps pour la qualité de leur travail et la cohésion au sein de l'équipe. C'est important. Si vous n'avez pas pu faire ça pendant des années, vous n'avez pas pu diriger une fédération, comment voulez-vous diriger un parti? Vous n'arrivez pas à diriger une fédération. Pour mémoire, la ANC a 133 fédérations. 133. 130 au Togo et 3 à l'international. La Fédération Afrique, la Fédération Amérique et la Fédération Europe-Asie. Or, ce sont les anciens membres d'une seule fédération sur 133. Et je vous fais savoir, si vous ne l'avez pas vu sur les réseaux sociaux depuis hier, le bureau fédéral de Europe-Asie vient de rejeter tout le contenu de la lettre de ces 7 personnes. Ça, c'est un premier point. Il y a un deuxième point aussi qui montre la naïveté de ces anciens camarades. C'est que dans nos textes, dans les statuts, l'article 16 dit qu'on ne peut pas se constituer en association ou en groupement politique au sein de l'ANC. Vous mettez en tête de votre lettre que vous êtes un regroupement politique G9. Est-ce que c'est sérieux? Est-ce que vous maîtrisez les textes de votre parti? Est-ce que vous êtes conscient de ce que vous faites? Ça, ce point-là, peut valoir l'exclusion. L'ANC proscrit en son sein toute association, tout regroupement politique différent de la ligne politique du parti, différent du parti. Alors si je comprends, les demandes de ces protestataires-là ne seront pas non, c'est une lettre que vous classez sans suite. Non, c'est une tempête dans un verre d'eau. Et bon, je sais que des gens sont financés, des gens sont poussés pour faire mousser cela, mais cela va s'essioler. D'ailleurs, ça s'essiole déjà de jour en jour. Oui. Mais ce que moi je trouve, je les connais pour la plupart, ces gens-là, je ne veux pas parler individuellement d'eux,
ce que je trouve triste, c'est que quand on a un certain niveau, quand on vit dans des pays démocratiques comme la Hollande, comme la Suisse, comme l'Angleterre, comme la France, où la démocratie est pratiquée au jour le jour, je pense que on est censé avoir appris cela et à nous apporter cette expérience pour le développement de la démocratie que nous voulons construire. Mais ce comportement est totalement antidémocratique. Vous ne verrez jamais ce comportement dans un parti politique en Europe. Non. Ça, ce sont les potaches. Ce sont des lycéens qui s'amusent. Et c'est bien triste. Bien. Éric Dupuis, ce qui est arrivé donc aux obsèques de Patrick Lawson, dans tous les cas, ça fait que des gens se sont posés beaucoup de questions par rapport à l'ANC. Alors, et comment allez-vous faire pour remonter certainement la pente ou corriger ce qui est fait entrer dans la tête de certains de nos compatriotes? Non, monsieur Agou, vous savez, ce qui s'est passé aux obsèques de Patrick. Et certains affirment que c'est parce que aussi vous n'avez pas fait un bon accueil ministre, que vous ne les avez pas bien reçus et qu'il a fallu négocier pour qu'ils puissiez le trouver une place. Bon, je vais répondre à ça avant de revenir à ce que je voulais dire. Non, il avait été prévu. D'abord, on a posé la question à savoir si les ministres venaient ou pas, quand on organisait l'église. On a posé la question au secrétariat du curé, qui a dit qu'ils n'ont aucune information en provenance du gouvernement. Normalement, dans un État digne de ce nom, quand un ministre d'État se déplace pour une cérémonie de cette nature, on prévient les organisateurs. On prévient les organisateurs. On n'était pas prévenus. Si on était prévenu. Est-ce qu'il ne fallait pas quand même prévoir des places? On ne sait jamais. Ça ne se fait pas comme ça. Normalement, quand les autorités se déplacent, ils prévoient. Ils ont envoyé leur protocole le dimanche matin à 7h. Or, tout était déjà réglé, ficelé. Est-ce que vous étiez au moins quand même content de recevoir une délégation ministérielle à cette... Qu'est-ce que j'en ai à faire, moi? Moi, je ne sais pas. Ce n'est pas ma tasse de thé de savoir qu'un ministre est là ou pas. Non, une délégation du gouvernement qui vient honorer la mémoire du président de l'ANC. On a vu comment ils ont honoré. Hein. On a vu comment ils ont honoré. Mais déjà l'arrivée, est-ce que ce n'est pas bien? Et c'est ça justement qui pose problème là. C'est que les gens ne comprennent, ne savent pas que quand un opposant meurt, une délégation de pouvoir peut aller lui rendre hommage. C'est ça. Oui, il faut corriger ça, non? Pour faire cet hommage assassin. Non. Ils sont venus faire un coup politique. Maintenant, quant à leur acceptation dans l'enceinte de l'église ou pas, mais c'est la famille. Ce n'est pas à l'ANC. Et d'ailleurs, ils ne se sont pas adressés à l'ANC, ils se sont adressés à la famille. Mais c'est les militants de l'ANC qui réglaient les détails du protocole. Bien sûr. Ils sont trois. J'étais trois, dont l'un de vos confrères. Mais ce n'est pas à lui de régler ça. Et d'ailleurs, vous avez vu que c'est la famille qui s'en est elle-même occupée. C'est la famille. Et l'ANC ne pouvait rien imposer à la famille. Alors, les gens racontent n'importe quoi. La famille a accueilli M. Boudjouna, le ministre d'État, M. Bawara, mais c'est en toute liberté qu'ils l'ont fait. Nous, on respecte leur position à la fin des cérémonies. Si c'est vous qui organisez, est-ce que vous les auriez aussi acceptés, bien accueillis? Je n'aime pas tellement jouer avec les si. Parce qu'on dit, avec si, on peut mettre Paris en bouteille. Avec si, on peut tout faire. On peut tout faire. Alors, si on veut jouer à si, posez-moi la question. Si vous avez prévenu, comme cela aurait dû être normalement, nous aurons pris nos dispositions. Nous disons la même chose à d'autres autorités qui étaient là, comme par exemple certaines ambassades. Il y avait même un ambassadeur qui était là, je n'étais pas signalé, on l'a su après, on lui a envoyé une lettre d'excuse.
il y a le représentant de il y a un ambassadeur qui était là, il y a le représentant d'une autre ambassade qui était là, qui m'a envoyé un mot, qui m'a signalé sa présence. On a envoyé un mot de remerciement et un mot d'excuse. S'ils nous avaient signalé leur présence, on se serait occupé de les installer confortablement. Mais si on vient, si on apprend que tel personne est là et qu'on n'était pas prévenu, ce n'est pas au moment où le cercueil est déjà dans l'église qu'on va commencer à bouger le cercueil, à bouger les couronnes et autres pour faire place à qui que ce soit. La suite de cet entretien, on va passer à autre chose. La suite de cet entretien, dans un instant, le temps pour Hervé essaie de nous rappeler une première série d'événements de l'actualité nationale de cette semaine. Le Togo est désormais éligible au programme compact du Millennium Challenge Corporation MCC. L'annonce a été faite mercredi dernier à Washington par le président américain Joe Biden en personne au cours des travaux du forum d'affaires tenu dans le cadre du US Africa Leaders Summit auquel a pris part le président de la République Faure Gnassingbé. Pour les autorités togolaises, la sélection du Togo pour le programme compact est le fruit d'un engagement à tous les niveaux sous le leadership du président de la République. C'est également, poursuivent-elles, la preuve de la reconnaissance des efforts du Togo par les États-Unis d'Amérique en matière de bonne gouvernance, liberté civile, contrôle de la corruption, efficacité des pouvoirs publics, état de droit, liberté d'information, des libertés économiques, inflation, qualité de la régulation, politique commerciale, respect de l'équité du genre dans l'économie, droit foncier et accès aux opportunités d'emploi, création d'entreprises et du renforcement du capital humain, dépenses dans l'éducation primaire, taux d'achèvement de l'éducation primaire des filles. Monsieur Sidi Zakari de la République du Niger et monsieur Augustin Favero de la République française, deux nouveaux ambassadeurs accrédités au Togo ont pris officiellement fonction lundi à l'issue d'une cérémonie de présentation de lettres de créance au président de la République Faure Gnassingbé. Les deux diplomates ont eu tour à tour un premier entretien avec le chef de l'État au cours duquel ils ont évoqué avec lui des sujets ayant trait aux relations bilatérales touchant divers domaines de coopération. La haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC a ouvert mercredi à son siège à Lomé les travaux de sa deuxième session ordinaire au titre de l'année 2022. La cérémonie d'ouverture des travaux a été présidée par le président de la AC, Pitalolani Telou. Au cours de la session, plusieurs dossiers ont été examinés, notamment les demandes de cartes de presse, de délivrance de récépissés de déclaration de parution pour la presse en ligne et des demandes d'autorisation d'installation et d'exploitation de web radio et web TV. Une cérémonie de passation de commandement entre les responsables de la première région militaire et celle de la gendarmerie s'est déroulée mercredi dernier au groupement de gendarmerie de Tchévier. Elle a été présidée par le colonel Apedo Kodjo Ekpe, chef d'état-major général adjoint, représentant le chef d'état-major général des forces armées togolaises. Deux temps forts ont marqué la cérémonie. D'abord, la remise de drapeau de commandement au colonel Avumado Messan qui remplace le colonel Mangorgou Monibeni et au lieutenant Kedewouli Koudjaki Esodor de la première région de la gendarmerie qui succède au colonel Amana Kodjo, actuel directeur général de la gendarmerie nationale. Eric, depuis le président américain, Joe Biden en personne a annoncé mercredi à Washington que le Togo est désormais désormais éligible au programme compact du Millennium Challenge Corporation. Une première réaction à cette nouvelle? Vous savez, je crois que l'objectif des Américains, en créant il y a à peu près 20 ans, ça va faire 20 ans dans 2 ans je crois, le Millennium Challenge Corporation, MCC, c'est de réduire la pauvreté dans le monde par la croissance économique. C'est une bonne chose. C'est-à-dire qu'au lieu d'aider les gouvernements à payer leurs dettes, à payer leurs fonctionnaires, ce que la plupart de nos partenaires européens ont fait jusqu'alors, les États-Unis ont cherché plutôt à axer leur aide sur la croissance économique. C'est-à-dire qu'il faut que chaque pays œuvre pour atteindre un niveau de croissance lui permettant de nourrir ses habitants, ce qui est une bonne chose. Ainsi, le MCC doit accorder des aides et assistance aux pays qui répondent à certaines normes.
notamment en matière de bonne gouvernance, de lutte contre la corruption et de respect des droits démocratiques. Des droits démocratiques. Qu'est-ce qu'on appelle des droits démocratiques? Les droits démocratiques, c'est le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, à élire à période régulière leurs représentants, tant à la tête de l'État que dans les institutions de la République, le Parlement, et ainsi de suite. Ça, c'est le droit démocratique. La liberté d'expression des citoyens, la liberté des partis politiques et de la société civile de jouer pleinement leur rôle. J'insiste là-dessus, parce que je vais m'interroger tout à l'heure sur ça. Parce qu'au Togo, on a besoin d'être grand clair pour savoir que nous ne sommes pas à ce niveau au Togo. Mais les Américains ont fait le choix de retenir le Togo pour les premiers compacts. Qu'est-ce que nous devons attendre de cela? C'est des aides pour des infrastructures importantes dans notre pays et surtout pour des réformes politiques et institutionnelles. Monsieur Abou, croyez-vous que les Américains ne savent pas ce qui se passe au Togo? Moi, je ne le crois pas. Ils savent. Ils savent que si on devait s'arrêter à ça, le Togo ne bénéficierait pas de cela. Parce que les libertés démocratiques sont bafouées. L'alternance politique n'est pas une réalité dans notre pays depuis les années 60. La liberté d'expression n'existe quasiment pas. La liberté de manifestation, je le disais tout à l'heure. La liberté d'expression n'existe quasiment pas. Monsieur, il y a un chef de parti qui est toujours en prison, au régiment. N'oubliez pas. On a l'impression de l'avoir oublié. Pour avoir dit des choses qui ne convenaient pas au régime. Moi, je pense régulièrement à lui. C'est un chef de parti. Si on n'avait pas muselé l'opposition, je suis sûr que l'ANC aurait été dans la rue pour défendre les intérêts au régiment. Donc, je dis, la liberté d'expression n'existe pratiquement pas. Maintenant, la situation internationale qui prévaut aujourd'hui dans le monde, avec la guerre entre la Russie et l'Ukraine, avec la propension de la jeunesse africaine, notamment de l'Afrique de l'Ouest, à soutenir les Russes, pas contre l'Amérique, mais contre l'Occident, ne permet pas à l'Amérique, aux États-Unis, de réagir en tenant compte de la réalité du terrain. Donc, si je vous comprends, le Togo ne mérite pas d'être éligible à ce genre compact, c'est ça? Vous savez, les Américains sont très pragmatiques. Ils sont très pragmatiques, ils le savent. Mais ils se disent, au lieu de dire que le Togo n'est pas éligible et le laisser peut-être rejoindre ceux qui soutiennent aujourd'hui la Russie, on va leur donner une chance en leur disant, on vous l'accorde, mais essayez de faire l'effort pour les réformes institutionnelles et politiques. Essayez de faire un effort pour l'amélioration du respect des droits démocratiques dans votre pays. Nous allons vous y aider. Si c'est ça l'esprit, je ne pourrai que m'en féliciter. Mais je dis, attention, chers amis américains, les Togolais ne sont pas comme les autres. Ils vont vous faire croire qu'ils font des efforts, mais tout ce qui les intéresse, c'est votre argent. Ça me rappelle une publicité d'une banque, votre argent nous intéresse. C'est votre argent qui les intéresse.
Les réformes sur le terrain, je veux voir. Mais si cette aide, ces subventions permettent aux Américains de faire des infrastructures et peut-être d'aider les petits-enfants dont vous parlez pour aider nos populations, bien, monsieur, et si ces subventions permettent réellement des réformes politiques et institutionnelles, je dis vraiment des réformes, parce que ces réformes-là ne doivent pas être faites en catimini, mais des réformes en association avec la société civile, qui a son mot à dire, qui a son rôle à jouer, et les partis politiques de l'opposition qui ont leur mot à dire et qui ont leur rôle à jouer. Voilà. Nous allons observer maintenant la pause avec quelques minutes de retard. On revient donc pour la suite de cette émission. Installez-vous bien confortablement. La fibre Canal Box s'installe chez vous gratuitement. Et oui, jusqu'au 31 décembre, fibrez de générosité avec Canal Box et bénéficiez de l'installation de la box fibre au prix exceptionnel de 0 francs CFA. Vous l'avez bien entendu, la box fibre et son installation sont actuellement offertes. Mon ami, rends-toi vite dans la boutique Canal Plus la plus proche ou appelle vite le 88 66 pour en profiter. Canal Box, prenez le monde de vitesse. Offre soumise à condition d'éligibilité. Akpero do tono arokoti kudo amekunto do wabedo peo ne watenyi didula gan le somea yele ni kofina togo be didi tutugban ne mi aga tenkero mianti nuedea ni nyabe do peye le agwe yebe agbo le huzuna mi bata mini do tono eroketia alo mianto mi do mi abe do pe ko yona be PMI ni mi le hiya pepedo nu asodo mi ba jodo nkoa mi de black kaba ne mi kofina be do peye ye kenele agwe ateye nu jijile supermarché le champion à bord. Les médias basés ni gomenueria, ni des black cabane ni ayoni les 92 68 60 60. Allo 98 68 60 60. Ni la romi. A tout ni la demo gomena ni nuede. Confina Togo, ni balé tero mi anti so usan. Ce dimanche 18 décembre 2022, à partir de 14h30, dans l'église Yesu-Lagbe, à Mandaromé, en face du foyer des jeunes, le grand concert dédicace de l'album Ametakola de votre chantre ministre Maouto Tété. Préparez-vous pour venir déguster les merveilles de ce deuxième album de votre chantre Maouto Tété avec des chants invités comme Madame Pasteur Habitor, Venounier, Merveille et des Music Box du Ghana. Album venir tu peux tenir un metafola de mon le go ni tu considères bien le titre vient que lui ni lié tu donc avec pour la fin le Yesu la vraiment si la amada home dingo foyer des jeunes everybody amia no mo nkume ni asubwe e ni ga kafuhan le hadila Maouto Tété hadila tu togo pour Ghana le gomme pour que le aime comme pour le mele ojue ko tu pour faire ko wa tu sais de ka anao le Ghana bo na siana da ofo no vinye Maouto kanu da gero do dinami le aime Yo 90 11 32 10 allo 79 44 31 34. La toi quoi tu appelle Yesu la vraiment sur les Amanda Kome, Béchateau, Zosime, les radios de l'évangile, ça fait Radio Victoire FM. 20 mousse brûlé. Ouais si dia jijople raya raya amemeye wonye. 20 mousse brûlé dia efe nyenye blibola fiana gan la fille si a fait si wo dedo la. Ouais il va vendre wonye abe aller si miao ramienya me va vendre ene et no tso do plongi la et yaye me fiana asi he gona plevlibe 20 mousse brûlé. Ouais nyenwa Mina 20 mousse brûlé na no mia domaine nom le mia fait djogo dofo 20 mousse brûlé anabe mia raya plejijo adabo adata afwa grrr wole jam la fille si a fille mi yo bla asie que vo eton bla asie que vo ene bla drevo ve e que ma mia que de 20 mousse brûlé mu vo ejebe wa nuit de asinti. La beauté assurée des tiosé que les kegiba si amejin ko kegibe terega egba hu ebe ho to kekena mi ni nyamo ko pata le jibe nyaba gbazene ko nuede ba clé on doit gbaze jane ko banya popo alo agbaze ibo wa ni wo chocolat nuede mi te gogo mi kraba odo tache na bouton le defuno wa kuito mele ko zodo alo vita wo ibo afo vita wo ibo agbaze wa le ayi alo agbaze wo do jesido be ngba te le vun emem le ko
be spécialité le la beauté assurée te gogomi kaba ele wo yoyo na mi chombe na mi gbagno bebe la nya bebe yin suvio be jean wa be t-shirt wa be veste wa e lo ba koro fiese me le funu nyonu vio be roblette adodo nyakpo design to adodo wa so pere kaso ite amandre mi te gogo ye kaba ne mi atle nu nyu ne mi abe vio la beauté assurée le don kuye jina mi bera ne mi bado e kege ba si amele terre agboa no o solo me gbana e yeni fiose tongwa no ve so dagble gbana ya yeni fiose vegwa ne o va le buko ayo number ya 90 04 0912 99 15 08 53 la beauté assurée il est vraiment assuré. Retour au studio pour la suite de cette émission. Eric, depuis une cérémonie de passation de commandement entre les responsables de la première région militaire et celle de la gendarmerie a eu lieu mercredi à Thiély. Je profite de cette occasion pour connaître votre réaction aux dernières attaques terroristes dont notre pays a été victime. On ne vous entend pas beaucoup sur le sujet. Mais pour nous entendre sur ce sujet, il faudrait d'abord que nous soyons informés. Les partis politiques ne sont pas informés. Tout se passe dans l'opacité totale. Tout se passe dans l'opacité totale. C'est gravissime. On est dans une situation quasiment de guerre. La dernière fois, je lisais sur les réseaux sociaux qu'il y avait eu plus de 20 morts des citoyens togolais. Mais, en tant que responsable politique, aucune information ne nous a été donnée. Donc, si vous voulez qu'on s'exprime, donnez-nous les éléments d'analyse nous permettant d'analyser la situation et de donner notre avis. Vous savez, ce climat sécuritaire préoccupe à haut niveau l'ANC. Vous ne pouvez pas vivre dans un pays quand vos populations sont massacrées par des gens venant de l'extérieur. Nous avons des fédérations partout, même dans la zone où il y a ces tueries. Mandouri et autres, nous avons des fédérations là-bas. Et les informations nous parviennent de leur part. Mais comment tenir compte de ces informations quand on sait qu'il y a quelque temps, certaines personnes de cette région, dont une femme, sage-femme en son état, avait fait une audio pour dire ce qu'elle pensait être la vérité, c'est-à-dire une histoire de bovin. Mais cette personne est toujours détenue en prison. Mère de famille est toujours détenue en prison à Dataron, sans jugement. On estime que ces propos ne sont pas vrais. Mais vérifiez, informez-nous, quel est le problème? Est-ce que ça suffit pour mettre une mère de famille en prison? Jugez-la, collez-lui 6 mois de prison avec sursis. Elle n'a pas commis un crime. D'autres personnes ont parlé de cette histoire de bovin. Elles ne sont pas pour autant en prison. C'était une sage-femme, c'est une femme qui accouchait, qui sauvait des vies. Alors, quelle est votre position? Attendez. Alors, moi je réponds à votre question. Oui. Pourquoi nous ne réagissons pas? Parce qu'il est difficile de réagir sur un sujet que vous ne maîtrisez pas. Même vous, journalistes, vous ne la maîtrisez pas. Moi j'ai discuté avec des journalistes, ils ne savent pas ce qui se passe là-bas. Ce sont des bribes d'informations qui parviennent. Or, dans d'autres pays qui sont confrontés par la même chose, on convie les journalistes, on convie les partis politiques et on discute et on leur expose la situation. Comment voulez-vous qu'un parti politique comme l'ANC puisse sensibiliser les populations si elle n'est pas informée? La question du terrorisme, là je reviens à la deuxième partie de votre question,
ne peut être résolu qu'à travers une certaine transparence dans un cadre bien défini, c'est-à-dire avec les partis de l'opposition, la société civile. Mais la transparence, il se dit que ça donne des informations à l'adversaire aussi. C'est pour ça que on ne peut pas tout dire, mais on dit ce qu'on doit dire. On doit dire ce qu'on doit dire. Parce que ce phénomène nous concerne tous. Aujourd'hui, on dit à cause de ça, vous ne pouvez pas manifester. Là, je change de sujet un tout petit peu. Vous ne pouvez pas manifester. Or, vous allez à la plage le dimanche, c'est noir de monde. Vous allez à Togo 2000, c'est noir de monde. Est-ce qu'on doit croire que les terroristes ne visent que les partis de l'opposition? Le terrorisme ne viserait pas les populations togolaises, mais seulement les manifestations de l'opposition. Est-ce que c'est ça la réalité? C'est une question à se poser. Nous pensons qu'il faut une union sacrée contre le terrorisme. Cette union sacrée passe par un effort des dirigeants de ce pays, un effort de dialogue, un effort de considération, de respect vis-à-vis de cette population à travers leurs représentants politiques ou leurs représentants de la société civile. Que nous puissions voir comment, ensemble, travailler pour freiner le phénomène, pour protéger nos populations. Nous aussi, nous sommes concernés. Il n'y a pas que l'armée qui est concernée. Nous sommes des citoyens. Demain, je l'espère, nous serons au pouvoir. Nous serons confrontés peut-être au même problème où je ne souhaite pas que le problème soit réglé avant. Mais cette union sacrée passe par quoi? Je disais tout à l'heure, par le respect de l'un et des autres. Ça passe également par des élections transparentes. Que les citoyens sachent que je vote pour telle personne et que ma voix va bien à telle personne. Parce que... Vous établissez un lien entre les attaques terroristes et les élections? Si vous voulez avoir une union sacrée pour contre l'attaque terroriste, il faut que vous ayez confiance un peu en ce que vous faites ensemble. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une transparence, non seulement dans les discussions que nous avons, mais également entre l'organisation des élections. Ça ne peut pas être seulement pour ça et on oublie l'autre. Nous sommes des acteurs politiques. Nous ne sommes pas là pour servir de canne au RPT Unir. Nous sommes des partis politiques. Donc, l'union sacrée, oui, dans la transparence en ce qui concerne le phénomène, transparence en ce qui concerne l'élection, l'organisation des scrutins dans ce pays. Parce que, très souvent, au lendemain des élections, les gens manifestent, dénoncent le scrutin, dénoncent les résultats proclamés par la CENI. Imaginez un seul instant que demain, au lendemain des législatifs à Dapaon, à Saint-Cassé, à Mandouri, les gens sortent dans la rue en disant qu'ils ne sont pas d'accord avec le résultat des élections et manifestent. C'est peut-être les nôtres même qui vont leur tirer dessus en disant que c'est les terroristes qui leur ont tiré dessus. Ça crée l'instabilité. Faisons en sorte que la stabilité revienne dans notre pays à travers des élections propres pour qu'ensemble on puisse retrouver ce qu'on appelle une union sacrée. Cela passe aussi par le retour de tous les exilés politiques. Il faut donner confiance. Ce sont des éléments de confiance. Il faut donner confiance aux populations togolaises. Cela passe aussi par la libération des détenus politiques et notamment de la dame dont je vous ai parlé tout à l'heure. Yes. C'est nécessaire. Vous ne pouvez pas parler d'union sacrée en oubliant une majorité des populations de ce pays. Les 18e assises de l'Association africaine des hautes juridictions francophones ont eu lieu cette semaine à Lomé. Elles ont été marquées par un colloque sur la problématique des révisions constitutionnelles que nous rappelle Hervé Essay.
La problématique des révisions constitutionnelles en Afrique, tel était le thème des 18e assises statutaires de l'Association africaine des hautes juridictions francophones tenues cette semaine à Lomé. Objectif, permettre au continent d'aller vers une standardisation des processus de révision constitutionnelle. Pour le président de la Cour suprême du Bénin, Victor Dassi Adossou, la Constitution est l'âme de la République, le statut organique, l'acte statutaire de l'État qui organise et sécurise l'État. Pour sa part, son homologue du Togo, Abdoulaye Yaya, a déclaré que les révisions constitutionnelles doivent avoir pour colonne d'appui les fondamentaux de l'État de droit. Dans la plupart des constitutions ou lois fondamentales de nos États, il est affirmé la volonté d'asseoir l'État de droit. Ce concept est lié à un ensemble de valeurs et fonctionne suivant des règles bien établies et qui paraissent immuables, au respect desquelles tout le monde est astreint. Je cite, on ne touche pas à la Constitution. Entend-on parfois. Mais les constitutions ne sont pas des cadres morts qui demeureraient immuables. Elles vivent, elles s'adaptent, elles évoluent selon le rythme des événements politiques, des transformations de l'opinion ou des modifications dans l'équilibre des forces politiques, disait Georges Biot dans son traité de sciences politiques. Quels sont les enjeux de révision des constitutions dans les États africains? Quelles sont les possibilités offertes par les constitutions des États africains pour leur révision? Quelles conséquences les révisions ont-elles sur la vie politique, l'économie, la concorde sociale et politique, l'approfondissement ou le recul de la démocratie? Quelles leçons tirées de ces expériences au regard des principes et valeurs universelles de la démocratie et de l'état de droit? Dès lors, les révisions constitutionnelles doivent donc se reposer et prendre en compte les fondamentaux de l'état de droit. Ce n'est que sous ce rapport qu'elles peuvent les renforcer et les consolider. Ce colloque, selon le Premier ministre Victoire Tomega-Dogbe, qui en a présidé la cérémonie d'ouverture, est une opportunité pour ouvrir le débat sur l'apport du cadre constitutionnel aux ambitions de développement des pays. Victoire Tomega-Dogbe. Cette réforme a ainsi permis d'approfondir notre volonté commune de renforcer les libertés individuelles en faisant évoluer les missions du médiateur de la République et celles d'autres institutions destinées à encadrer la vie institutionnelle comme le Conseil supérieur de la magistrature, la Cour suprême, la Cour constitutionnelle. Plusieurs autres réformes relatives à l'amélioration du cadre électoral, aux manifestations pacifiques publiques, à la décentralisation et liberté locale, aux mesures d'apaisement ont découlé des travaux et propositions consensuelles de la concertation nationale entre acteurs politiques et elles peuvent être considérées comme un prolongement de la réforme constitutionnelle menée auparavant. C'est le lieu de rendre un hommage mérité au chef de l'État, qui a toujours privilégié le dialogue constructif et la recherche de consensus pour apporter des évolutions nécessaires à un bon fonctionnement de nos institutions. Bien, vous avez tout à l'heure écouté ce reportage-là. Et le président de la Cour suprême du Togo, Abdoulaye Yaya, a posé un certain nombre de questions. Je reprends quelques-unes pour vous. Monsieur Dupuis, à votre avis, quels devront être les enjeux d'une révision constitutionnelle? C'est lui qui a posé cette question? Oui, il a fait la position. Ah bon, pourquoi il ne le savait pas? Monsieur Abdou Assouman ne le savait pas? Non. Abdoulaye Yaya, de la Cour suprême. Pas de la Cour suprême, pardon. Non, je pensais que c'était la Cour constitutionnelle. Bon. Vous vous souvenez, Monsieur Abou, que la constitution togolaise a été modifiée en 2019 sur proposition du gouvernement. Et il y avait 3 articles qui devaient être modifiés. Les articles 59, 60 et 100. Vous vous en souvenez? Et ceci conformément à l'article 144 de la Constitution qui dit qui prévoit une procédure spéciale, qui prévoit que l'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au président de la République et à 1/5 au moins des députés de l'Assemblée nationale. Malheureusement, pendant les débats à l'Assemblée nationale, à titre individuel, certains députés ont fait
procédé à des modifications de 26 articles supplémentaires, ce qui nous amène à 29 articles au lieu de 3. Ceci est une violation grave de la Constitution elle-même et du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Parce que ces députés à titre individuel n'ont pas agi de manière formelle et on ne sait même pas s'ils ont atteint le quota de 1/5 des députés qui les auraient autorisés à faire une proposition de loi. Aucune proposition de loi de modification de la Constitution n'a été faite de leur part, mais ils ont modifié dans la foulée 26 articles de la Constitution. Ceci est très grave. Ceci est grave parce que parmi ces articles qu'ils ont modifiés, il y a l'article 158 qui annulait pour M. Faure les mandats précédents et l'autorisait à briguer 2 nouveaux mandats. Je résume pour que ça soit assez clair pour les auditeurs. Le temps nous presse. Quels devraient être les enjeux d'une révision constitutionnelle? Les indicateurs d'une bonne révision constitutionnelle. Mais ça a été dit dans le son que vous avez passé. C'est-à-dire, il faut que l'enjeu soit démocratique, que ça permette à la Constitution de jouer pleinement son rôle d'égalité et de guide de toutes les lois. Or, ce n'est pas ça le cas au Togo. Même aujourd'hui, compte tenu de ce qui s'est passé en 2019, la candidature de M. Faure Gnassingbé en 2020 était illégale. Alors, si je vous comprends, si l'ANC veut arriver au pouvoir, vous allez modifier la Constitution actuelle? Bien sûr, parce qu'aujourd'hui, la Constitution actuelle regorge de beaucoup de scories. Il y a beaucoup de contradictions. Même si on se base sur la Constitution actuelle, qu'on se base sur l'article 100 qui limite le mandat des juges de la Cour constitutionnelle, il y a 2 membres de la Cour constitutionnelle, dont le président, qui ne devraient pas être là-bas. C'est en violation de la Constitution qu'ils sont là-bas. L'État, le gouvernement, le chef de l'État est garant du respect de la Constitution. La Cour constitutionnelle garantit la bonne exécution des termes de la Constitution. Les 2 institutions violent la Constitution togolaise. Et Jean-Pierre Fabre a saisi la Cour constitutionnelle et la Cour de la CEDEAO. Alors c'est pour ça que cette 18e assise à Lomé me fait sourire un tout petit peu, parce que ces hauts magistrats, cette association de haute juridiction francophone sont au courant de ce qui s'est passé au Togo. Ils savent, en regardant la constitution togolaise, les scories qui sont dedans. Ils savent que même l'élection du président de la République est en violation de la Constitution. Ils savent que certains juges de la Cour constitutionnelle ne devraient pas être là-bas. Il suffit de regarder ça, de le lire et de le comprendre. Bien, vous avez été compris, sauf que bon, pour ne pas encore allonger le débat, on va rester là. Alors la 33e session ordinaire du Conseil des ministres de la Conférence interafricaine de la prévoyance sociale, les journées nationales de reconnaissance à Dieu et l'élection Miss Togo pour l'année 2023 sont quelques-uns des derniers événements de l'actualité nationale retenus pour l'émission de ce matin. Le rappel avec Hervé Essay. La 33e session ordinaire du Conseil des ministres de la Conférence interafricaine de la prévoyance sociale, CIPRES, s'est ouverte jeudi à Lomé. Pendant 2 jours, les participants ont discuté sur l'extension de la couverture sociale aux couches qui ne sont pas encore prises en compte et la vie de l'institution, tout en saluant
saluant le privilège accordé au Togo d'abriter le siège de l'institution à Lomé, le ministre de la fonction publique Gilbert Bahora réaffirme la disponibilité du Togo à travailler avec les pays membres pour le bien-être des populations. Je mesure pleinement le double privilège ainsi accordé à mon pays, le Togo, pour abriter nos assises. Ce double privilège se manifeste par le fait que Lomé, la capitale du Togo, abrite déjà le siège de notre institution. Notre organisation commune est un creuset de partage d'expérience. Je voudrais donc à cet égard dire la disponibilité et l'engagement du Togo à travailler étroitement avec les autres États membres de la CIPRES et avec d'autres afin de s'imprégner de leurs meilleures pratiques et expériences dans le processus d'opérationnalisation de notre loi sur l'assurance maladie. Dans sa prière action de grâce, la 10e journée nationale de reconnaissance à Dieu a tenu toutes ses promesses dimanche à Lomé. Une occasion pour les filles et fils du Togo de marquer leur reconnaissance à Dieu pour ses bienfaits en faveur du pays tout au long de l'année 2022 qui tire vers la fin. La chef du gouvernement et plusieurs de ses ministres ainsi que d'autres personnalités étaient aux premières loges de cette manifestation. Kodjoa Dédé, ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Consommation locale, parrain de l'événement. Il faut une dimension spirituelle pour venir à bout de ces fléaux mondiaux. Et nous pensons au Togo qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Le Togo se positionne comme cette nation où on ira chercher Dieu et le trouver. La préfecture de Kwele a célébré samedi dernier à Goudévé la 14e édition d'Eve Moza, la fête du riz local. Les festivités qui intervenaient après 2 années de pause à cause de la pandémie du coronavirus se sont déroulées en présence de la chef du gouvernement, Victoire Tomega Dogbe, et de la présidente de l'Assemblée nationale, Yawadi Bodichiga. Hélène Doubidi du magazine féministe Ekinamag a remporté lundi 12 décembre 2022 le premier prix de la 7e édition du prix francophone de l'innovation dans les médias. Initié par l'Organisation internationale de la francophonie OIF en partenariat avec France Média Monde et Reporters sans frontières, ce prix vise à récompenser l'innovation dans les usages et l'innovation dans les modèles économiques des médias et leur mode d'organisation. Chimène Abla Ekui Moladja est depuis samedi la nouvelle ambassadrice de la beauté togolaise. La grande finale de la 27e édition du concours Miss Togo organisé au Palais des Congrès de Lomé a porté au pinacle la candidate numéro 19. La nouvelle reine de beauté qui avait été sacrée Miss régionale pour la 40 juillet a pour première, deuxième, troisième et quatrième dauphine respectivement Sarah Yele Senouvo, Eugénie Dovi, Piguedina Makozolo et Fallon Dédé Mensa. Âgée de 23 ans, étudiante en 2e année de technique de commercialisation, Abla Ekui Moladja succède au palmarès à Jacqueline Tossou pour un mandat d'1 an durant lequel elle mettra en œuvre un programme social et défendra les couleurs du Togo aux compétitions internationales. C'est depuis la journée nationale de reconnaissance à Dieu pour le compte de l'année 2022 a rassemblé dimanche dernier au stade de Kégué de nombreux Togolaises et Togolais. Alors, si des membres du gouvernement y participent régulièrement, je crois n'avoir jamais vu aucun responsable de l'ANC à cette manifestation. Vous ne croyez pas en Dieu ou n'a-t-il rien fait pour vous, ou bien vous n'avez pas envie d'être ensemble avec ce qu'on voit généralement à cette manifestation, notamment les premières autorités du pays? La première question que je me pose, c'est est-ce que ceux qui se réunissent là-bas n'ont pas peur des attaques terroristes? Vous imaginez s'il y avait une attaque terroriste au terrain de Kégué? Non, parce que peut-être qu'ils sont sous la protection divine. D'où la prière. Première remarque. Deuxième remarque, le Togo est un État laïque. C'est consacré par la Constitution. Donc, mais c'est pas l'État qui organise ça, hein? Donc, quand on parle de Dieu, on parle de quel Dieu? Dieu des chrétiens, Dieu des musulmans, Dieu des traditionalistes, hein, les vaudous et compagnie. Et que fait-on des agnostiques? Vous posez la question de savoir pourquoi on ne nous trouve pas là-bas, parce que nous estimons que nous avons d'autres choses à faire. Et en ce qui concerne la foi, chacun vit sa foi à sa manière. Et vous allez demander si la ANC n'était pas croyant. Dans l'ANC, il y a toutes les couches de la société togolaise. Il y a des catholiques, il y a des protestants, il y a des musulmans, il y a
adventistes, pentecôtistes, il y a des gens qui sont bref, tout le monde. Vaudous, et il y a des agnostiques, il y a de tout. Mais je peux vous dire que le président national est un chrétien pratiquant. Mais il n'a pas imposé ça à son parti, compte tenu de la diversité. Non, mais je dis que cette manifestation, ce n'est pas le pouvoir qui l'organise. Non, je n'ai pas dit ça. Je dis, M. Fabre, président national de l'ANC, est un chrétien pratiquant. Mais il n'a pas à imposer cela au parti qu'il dirige. Donc, l'ANC n'a pas sa place là-bas. S'il voulait y aller à titre personnel, tant mieux. Mais l'ANC, en tant que parti politique, n'a pas sa place là-bas. Yeah. Le temps nous presse là, on va passer à l'actualité internationale à présent. Mais quels sont les événements retenus pour cette émission? La réponse avec Anani Vidrakou. Le président américain Joe Biden a rassemblé cette semaine 49 chefs d'État et de gouvernement des pays africains à Washington, aux États-Unis. C'est dans le cadre du sommet États-Unis-Afrique où les participants ont discuté des questions de sécurité, de santé, du changement climatique et de l'économie. N'étaient pas invités à ce sommet le Burkina Faso, la Guinée-Conakry et le Soudan. Raison évoquée, ils sont sous sanction de l'Union africaine. En marge de ce sommet, le président ghanéen Nana Akufo-Addo, lors d'un tête-à-tête avec le secrétaire d'État américain Anthony Blinken, a déclaré que le groupe russe Wagner est présent au Burkina Faso. Information non encore confirmée par les autorités burkinabées. Le président ghanéen Nana Akufo-Addo, dans sa déclaration. Avant tout, il y a un sujet que je veux mettre sur la table de manière urgente. Aujourd'hui, les mercenaires russes sont à notre frontière nord. Le Burkina Faso a trouvé un arrangement pour suivre le Mali et employer les forces de Wagner sur son territoire. Je crois qu'une mine dans le sud du Burkina leur a été allouée comme forme de paiement pour leur service. Le Premier ministre du Burkina Faso a été à Moscou au cours des 10 derniers jours, et avoir ces mercenaires qui opèrent juste de l'autre côté de notre frontière est particulièrement pénible pour nous au Ghana. En plus de ne pas accepter de voir les grandes puissances faire à nouveau de l'Afrique leur théâtre d'opération, nous avons aussi eu une position claire à propos de la guerre en Ukraine. Nous avons régulièrement condamné publiquement l'invasion par la Russie. Alors avoir ce groupe à notre frontière est un sujet de grande inquiétude pour nous. Et je voudrais que cette discussion se poursuive. Dans quelle mesure nous pouvons vous avoir comme partenaire pour faire face à ce danger? C'est très important. Dans la journée de vendredi, l'ambassadeur ghanéen à Ouagadougou a été convoqué d'urgence par les autorités burkinabées et l'ambassadeur du Burkina au Ghana, de son côté, est rappelé pour consultation par son pays. Procès du 28 septembre en Guinée-Conakry. Après son monologue lundi, l'ancien chef de la junte militaire Moussa Dadis Camara a perdu sa voix mardi alors qu'il répondait aux questions du président du tribunal et du parquet. Il dit n'avoir donné aucun ordre à qui que ce soit le jour des tueries qui ont fait 157 morts au stade de Conakry. Le procès est renvoyé à ce lundi 19 décembre 2022. Au Sénégal, les deux députés Massanta Sab et Mamadou Nyang, auteurs de violences contre leurs collègues Ami Ndiaye dans l'hémicycle, ont été placés mardi en garde à vue. Ils sont accusés de coups et blessures volontaires et menaces de mort. Scandale de corruption au Parlement européen. 4 personnes sont mises aux arrêts, dont la vice-présidente grecque du Parlement, Eva Kaili. Dans cette affaire, le Qatar et le Maroc sont soupçonnés d'avoir acheté de l'influence au Parlement européen. Déjà, les 4 personnes arrêtées sont accusées de corruption, blanchiment et organisation criminelle. Et puis du football au Qatar, le Maroc, éliminé en demi-finale par la France, joue pour l'honneur ce samedi pour le compte du match du classement, une première pour une sélection africaine en Coupe du Monde. La grande finale de cette compétition au Qatar se joue ce dimanche entre l'Argentine et la France. Depuis, les dirigeants de presque une cinquantaine de pays africains étaient à Washington cette semaine dans le cadre du sommet États-Unis-Afrique. Alors, que pensez-vous de ces sommets qui se multiplient, Chine-Afrique, Turquie-Afrique, Russie-Afrique, etc. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous savez, aujourd'hui, le monde est très, très instable. La guerre entre la Russie, je l'ai dit tout à l'heure, et l'Ukraine interroge le monde entier. Et ce qui se passe en Afrique, notamment avec l'évolution de la présence du groupe Wagner
dans certains de nos pays. L'attitude de la jeunesse africaine qui tente à rejeter l'Occident au profit de la Russie, peut-être mal informée, peut-être par vengeance, parce que la jeunesse africaine a considéré que jusqu'à présent en Europe, jusqu'à présent en Afrique, l'Europe et notamment la France a soutenu les dictatures et a plongé le Togo, l'Afrique dont le Togo, dans la situation dans laquelle nous sommes. Donc il y a un rejet de nos anciens partenaires européens et on a tendance à nous tourner vers la Russie, un soutien à la Russie. Et puis les coups d'État qui se sont succédés et la réaction de ces militaires au pouvoir en soutien à la Russie ou la présence de groupes armés russes sur leur territoire inquiète, interroge. C'est peut-être pour cela que les États-Unis, qui sont un pays d'hommes et de femmes très pragmatiques, ont choisi de rencontrer les chefs d'État africains pour voir comment reconstruire leurs liens, comment reformer les relations entre les États-Unis et l'Afrique. Et la Chine, quant à elle, recherche des partenaires économiques. Et si, la Turquie aussi, si l'Europe était absent ou devenait absente de l'Afrique, il y a des marchés à prendre. Ça, c'est leur objectif qui est un peu différent de l'objectif des Américains. Puis, dernière question pour clore cette émission. La finale du mondial Qatar 2022 se joue demain. J'imagine que vous avez aimé le parcours du Maroc. Quel est votre pronostic pour la finale de demain? Argentine-France. Je vous avoue sincèrement que je ne regarde pas la télé. Donc c'est parce que vous ratez surtout les matchs de football. Je ne regarde pas la télé. Je n'ai pas suivi le match. J'ai regardé les résultats sur Internet. Oui. Je suis désolé. Mais le pronostic, je n'en donnerai pas parce que je ne sais pas. Il faut connaître avant d'en parler. Mais je dois vous dire une chose. Tout à l'heure, je vous parlais du désamour entre la France et la jeunesse africaine. Mais ce désamour s'arrête devant les matchs de football. Parce que si demain, la France gagnait, vous allez voir toute la jeunesse togolaise dans les rues en soutien à la France. On verra bien, M. Dupuis. C'est la fin de cette émission. Je vous remercie. Je remercie M. Dupuis d'y avoir participé. Je rappelle que Éric Dupuis est le conseiller spécial du président national de l'ANC et porte-parole et chargé à la communication du parti. Auditrices et auditeurs, Hervé Essay, Anani Vidrakou, Haïté Messan, Amjoy et moi-même Delago, nous vous remercions pour votre fidélité d'écoute. Je rappelle que cette émission est rediffusée le dimanche à partir de 11h. Excellent week-end à toutes et à tous. Au revoir.